À l'entame de mon propos, vous me permettrez de remercier le mouvement Africa First pour cette invitation. Remercier, bien sûr, Pape Nala Dieye, remercier le conférencier Ngordien, remercier et saluer la présence de notre ami le journaliste Pape Djibril Fall et saluer la présence de tous ceux qui ont pris de leur temps pour se déplacer et venir échanger avec nous sur ce thème qui consiste à parler de la vie et de l'œuvre de Thomas Sankara. Thomas Sankara, me permettrait seulement de ne pas revenir sur ce qui a été dit sur Thomas Sankara, mais je dirais seulement que Thomas Sankara est aujourd'hui plus que jamais d'actualité, de par sa pensée, sa posture, sa démarche, ses convictions, ses ambitions pour l'Afrique. C'est ce qui continue à nous motiver aujourd'hui. Et j'ai accepté cette invitation parce que pour moi, l'université doit être le terreau fertile où sont formés les citoyens engagés pour la cause de la patrie. Aujourd'hui, si nous remenons ce discours à notre réalité ici au Sénégal, me permettrait de vous interpeller, vous, en tant qu'étudiant. J'ai eu à dire que je viendrai à l'université autant de fois que possible pour dire aux chers étudiants qu'on peut se battre, certes, pour des tickets de restaurant, c'est important, parce que c'est un bien-être. On peut se battre pour des chambres d'université, c'est tout à fait important. On peut se battre pour des bourses. Mais ce n'est toujours pas votre avenir. Et je suis venu pour vous parler de votre avenir. Et vous dire que cet avenir, c'est un avenir commun. Cet avenir, aujourd'hui, il est menacé. Il est sabordé par toutes ces personnes qui pensent avoir le monopole de l'intelligence. Et ils oublient des fois qu'on vit dans un autre monde. On vit dans le monde de l'information. Nous sommes la génération Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, TikTok, et j'en passe. Mais nous sommes aussi la génération Mbeka Egal. C'est ça la triste réalité. Et à ce titre, nous n'avons pas le droit d'être des spectateurs, mais plutôt des acteurs. Il n'y a jamais eu de révolution sérieuse à travers le monde sans que la jeunesse soit impliquée. Et une jeunesse, pour qu'elle puisse être impliquée, elle doit être consciente, elle doit être engagée, elle doit être déterminée. Et on ne trouvera pas une jeunesse plus engagée, plus consciente, plus déterminée que la jeunesse universitaire. Parce que cette jeunesse a rendez-vous avec son avenir. Cette jeunesse a rendez-vous avec l'avenir d'une nation. Donc, à ce titre, quand on me dit que dans ces pirogues de la honte, on compte des étudiants par centaines, je dis qu'il y a un problème. Je dis qu'il y a un problème parce que l'étudiant n'a jamais reculé. L'étudiant n'a jamais fui. L'étudiant a toujours accepté, même venant de conditions assez modestes, de se battre, sachant qu'il peut faire mieux que ses grands-parents, mieux que ses parents, et éventuellement ses enfants demain feront mieux que lui. Et ça veut dire qu'il faut faire face. À ce titre, le débat démocratique doit s'installer dans tout l'espace universitaire. Il ne s'agit pas de savoir qui est APR, qui est PS, qui est PASTEF ou qui est apolitique. Il s'agit de parler du Sénégal. Est-ce qu'on croit que c'est normal dans un pays comme le Sénégal, aujourd'hui en 2021, qu'un homme nous ramène à un débat de troisième mandat? Ça, ce n'est pas partisan ce débat, ce n'est pas clanique, il est citoyen. Parce qu'un débat de cette nature, quand il n'est pas pris au sérieux, il peut conduire une nation à des dérives incalculables. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que c'est normal qu'on vive, nous, dans une capitale qui s'appelle Dakar, qui est la capitale de notre cher pays, la porte d'Afrique, la capitale de l'ancienne AOF, et qu'on vienne nous dire que cette capitale va disparaître parce qu'on est incapable d'être capable de gagner des élections? Voici le débat. Et aujourd'hui, l'université a un rôle à jouer. Est-ce que vous pensez que c'est normal que des mouvements comme FRAPP, entre autres, comme Nyolank Nyobany, entre autres, qui sont des mouvements citoyens, non partisans, non claniques, appellent à des mobilisations pour un pillage de ressources pétrolières et gazières de plus de 6 000 milliards et que le peuple sénégalais, particulièrement la jeunesse sénégalaise, pour ne pas dire particulièrement les étudiants, ne se sentent pas concernés?
Est-ce que vous pensez que des tickets de restaurant ou des chambres d'université ou des bourses peuvent être plus importantes que les milliers de milliards qui sont directement ou indirectement connectés à votre avenir? C'est la raison pour laquelle j'ai choisi, entre autres, de venir répondre à cette invitation. Et je pense que d'ici la fin de la première quinzaine du mois de janvier, je reviendrai encore à l'université. Parce que pour moi, nous devons développer la force de l'argument et non l'argument de la force, en échangeant. Notre objectif, c'est de convaincre sans contraindre. Nous devons convaincre aujourd'hui ce peuple, particulièrement cette jeunesse, de faire face. Nous devons exiger de nos dirigeants que ce pays change, et par tous les moyens. J'insiste, par tous les moyens. On serait un pays pauvre, j'aurais dit peut-être c'est difficile. On serait un pays composé en grande partie d'analphabètes, j'aurais dit peut-être c'est éventuellement possible. Ce n'est pas le cas. J'ai quitté l'Assemblée nationale du Sénégal il y a presque 5 ans de cela. Entre-temps, le budget du Sénégal a presque gonflé de plus de 1000 milliards. Nous sommes à plus de 4500 milliards de budget. Et on vient nous dire que dans un pays qui regorge de pétrole, de gaz, de zircon, et j'en passe, on vient nous dire que l'avenir de cette jeunesse, c'est d'embarquer dans des pirogues et de partir en Europe. Ils n'ont même pas l'honnêteté intellectuelle de vous dire ce qui s'est passé ces derniers mois. Il y a eu plus de 4000 morts. C'est la triste réalité. Je suis parti à une marche, on me parle d'un collectif 480. Je dis que ces 480 morts, nous les avons enregistrés en une semaine. En une semaine. Ça veut dire qu'on a enregistré à peu près 500 morts par semaine, donc on se tapait le bateau de Joola par mois. Et cette immigration a duré 2 mois. Et le président de la République et son gouvernement ont choisi le silence, parce qu'ils sont complices. Ils sont complices de cette situation. Parce que tous ces gosses qui ont embarqué dans ces pirogues, personne n'est propriétaire d'une pirogue ou d'un moteur. Personne. Mais ce gouvernement, complice de cet impérialisme, vous me permettrez de ne pas trop mettre l'accent là-dessus par mépris. Vous savez pourquoi? Parce que les choses vont changer. Nous appartenons à une génération décomplexée, et vous m'excuserez de l'expression, on s'en tamponne royalement de l'Occident. On n'y croit pas. On n'y croit pas. On n'a pas besoin qu'on nous fasse un dessin. Nous sommes nés, nous avons vu nos grands-parents, nos parents être humiliés par cet Occident. Cet Occident, nous devons comprendre une chose. La meilleure réponse, c'est de faire face avec l'intelligence et la détermination. Le jour où il y aura des dirigeants dans nos pays qui diront non à cet Occident, ce jour-là, ils comprendront ce qu'ils ont compris au Rwanda, ils le comprendront ici. Vous savez, le Rwanda, ils sont partis jusqu'à refuser d'adopter le français comme langue. Ils sont, eux, arrangés pour confier au Rwanda la présidence de la francophonie. Parce que, entre autres, le Rwanda leur a dit les 5 lettres qu'ils savent. C'est ce message qu'ils comprennent. C'est ce langage qu'ils comprennent. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je vous ai dit qu'ils sont complices. Ils sont complices. Pourquoi ils sont complices? Parce que quand le président Macky Sall, entre autres, battait campagne, j'ai soutenu moi personnellement le président Macky Sall au second tour et pourtant j'étais en prison. De la prison où j'étais incarcéré, j'ai soutenu le président Macky Sall. Mais il n'a jamais dans son programme, ni au premier tour, ni au deuxième tour, il nous a jamais vendu un terre. Et avec son terre, il a mis notre avenir par terre. Et je vais vous dire, ce terre, il coûte presque 2000 milliards. Vous savez, avec 2000 milliards, on construit combien de campus universitaires? Vous savez, avec 2000 milliards, on construit combien d'hôpitaux? Nous sommes dans un pays aujourd'hui, on parle de respirateurs. Vous pensez que c'est sérieux? Un pays qui n'est même pas capable aujourd'hui, avec plus de 4500 milliards, d'éteindre un incendie dans un puits de gaz. Un gouvernement qui a plus de 4500 milliards, qui n'est même pas capable de payer 16 milliards de bourses aux écoles privées. Et on vient nous raconter que oui, mais pendant tout ce temps, il doit y avoir un groupe de citoyens qui est concerné par cette situation et un autre qui ne doit aucunement se sentir concerné. Voici ce qui justifie aujourd'hui ma présence parmi vous. Vous devez vous lever, chers amis. Vous devez vous mobiliser. Il ne s'agit pas de brûler ce pays. Il ne s'agit pas de détruire ce pays. Il s'agit de siffler la fin de la récréation. Et vous en avez, vous, les moyens.
Vous en avez les moyens parce que vous devez montrer la voie de la démocratie moderne. Que vous soyez de l'APR, c'est votre droit le plus absolu. Que vous soyez du PS, du PDS, de PASTEF et j'en passe, que vous soyez apolitique, mais avant tout, vous êtes citoyen. Vous devez vous mobiliser. Parce que je vous ai dit tantôt, ils vous vendent que des slogans. Ils vous ont parlé de leur terre, ils ont mis votre avenir par terre. Ils vous parlent de leur terre, ils vous ont vendu des vers de terre. Allez voir ce qui se passe dehors. Allez voir ce qui se passe dehors. C'est une frustration générale. Aujourd'hui, les Sénégalais ne savent plus à quel sein se vouer. Et la raison pour laquelle nous insistons, parce que dans une démocratie, dans une république, quand on a envie de changer les choses, on ne peut les changer que par la voie électorale. Et aujourd'hui, on nous refuse cette voie. Alors, comme on nous refuse cette voie, il est question de l'exiger et par tous les moyens. Je dis bien par tous les moyens. Il n'est pas acceptable ni admissible que dans un pays comme le Sénégal, certains Sénégalais soient inscrits sur le fichier électoral, donc ont le droit de choisir, et d'autres Sénégalais qui détiennent une carte d'identité au même titre qu'eux, eux, on considère qu'ils ne sont pas inscrits sur le fichier électoral. Parce qu'ils vivent dans une zone géographique bien précise, ou bien ils appartiennent à une génération bien précise. Ça doit changer. Je n'ai pas besoin d'être trop long, parce que vous savez mieux que moi ce qui se passe dans ce pays aujourd'hui. La vérité aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas nous retirer à nous notre identité. Nous, par exemple, Dakarois. Mais tout Sénégalais est concerné par Dakar, parce que c'est la capitale du Sénégal. Aujourd'hui, ils sont arrangés pour que Dakar n'ait plus d'aéroport. Mais ils sont arrangés surtout pour que le foncier soit utilisé à d'autres fins. Ils sont même arrangés même pour que Dakar n'ait plus de stade. Au lieu d'aller réhabiliter le stade de l'Amitié, on s'amuse à aller construire un stade ailleurs. Mais ils sont même arrangés pour maintenant trouver une formule pour dire que maintenant Dakar doit disparaître pour des raisons politiciennes et électorales. Mais je vais vous dire une chose, parce que je n'ai pas le temps de parler en l'air. À ce rythme-là, même l'université Cheikh Anta Diop va débarrasser le plancher, parce que son foncier intéresse plus d'un. Nous devons trouver les voies et moyens d'arrêter ces gens, je vous dis. Vous pouvez en rire, mais je vous dis, il y a des gens qui sont là, leur calcul il est très simple. Ils doivent rester ici jusqu'au plus tôt, fin 2026. Parce que ce sera le moment venu pour signer les accords pétroliers et gaziers, et ils sont convaincus qu'ils ont des commissions qui leur appartiennent à eux et ils m'entendent. Et voici le problème. Mais vous savez ces gens, pourquoi je vous dis que vous devez vous mobiliser? Vous devez vous mobiliser parce qu'ils n'ont pas le courage de leurs ambitions. Ils ne l'ont pas. Et c'est la raison pour laquelle ils ne veulent pas le faire à l'Ivoirienne ou à la Guinéenne. Ils veulent s'accaparer d'un demi-troisième mandat, à défaut d'avoir un troisième mandat, sans vous en donner à vous l'impression. En quoi faisant? Mon mandat de maire est arrivé à expiration depuis juin 2019. Ça fait plus d'1 an que je suis maire de la façon la plus illégale possible. Vous vous imaginez? Et dans à peu près 6 mois, ça fera 2 ans que moi et mes collègues maires, on aura battu le record des maires les plus illégalement en activité. Alors, si on arrive en décembre 2021, comme ils ont prétendu dire que c'est en décembre 2021 qu'ils vont organiser les élections locales, eh bien, on aura occupé des postes pendant 2 ans et demi de la façon la plus illégale. Entre chaque 2 élections, il y a une révision des listes électorales. Ça veut dire pour qu'on puisse quitter les locales pour partir aux législatives qui doivent se tenir en 2022, il faut une période de révision de listes, de contentieux et j'en passe. Donc, les 2 ans et demi qu'ils vont gratter sur les élections locales, ils comptent les reporter sur les législatives. Donc, les locales qui devaient avoir lieu en 2019, ils vont les tenir en 2022. Et 2022, c'était les législatives. Donc, les législatives qui devaient se tenir en 2022, eh bien, on les amène en 2024. Suivez mon regard. Et bien sûr, le grand rendez-vous de 2024, on le repousse en 2026-2027 pour qu'on puisse signer le pétrole et le gaz. Ce pétrole et ce gaz, c'est votre avenir. Ce pétrole et ce gaz, ce sont vos ressources. Ce pétrole et ce gaz, ce sont vos richesses. Et c'est de ça dont je parle. C'est votre avenir à vous. Mais si aujourd'hui, vous avez parlé de l'impérialisme,
je préfère ne pas parler de la France. Parce que pour moi, la France, ce n'est pas un ennemi. Notre ennemi, ce sont ceux qui prétendent nous gouverner. Ce sont eux nos ennemis. Parce que pour moi, la France, ce n'est qu'un État qui a des intérêts. Mais pourquoi ils ne peuvent pas avoir les mêmes intérêts au Rwanda? Parce qu'au Rwanda, il y a des gens pour dire non. Mais quand dans nos pays, les gens sont mal élus, ils n'ont pas d'autre choix que de dire oui, parce qu'ils ont besoin que RFI, France 24 disent qu'ils ont été élus. Ils ont besoin que les institutions de Bretton Woods, que ce soit la Banque mondiale, le FMI, et j'en passe, que ces gens soient toujours à leur côté. Donc le problème, chers amis, ce n'est pas la France, ce n'est pas l'Occident, même si on n'a pas besoin de compter sur eux, parce qu'ils nous ont déjà montré au besoin où se trouvent leurs intérêts. Regardez ce qui s'est passé récemment en Côte d'Ivoire à la dernière élection présidentielle. Il n'y a pas eu d'élection présidentielle, mais il y a tout de même eu 57 chefs d'État présents pour l'investiture du président Ouattara. Président en activité comme ancien président, y compris même le président Sarkozy. Ça veut dire que la France nous a fait comprendre qu'ils se moquent de notre avenir. Ce qui les intéresse, ce sont leurs intérêts. Et la preuve, regardez ce qui s'est passé en Guinée. Quand on vous dit que l'autoroute à péage génère 1 milliard de bénéfices, pas de chiffre d'affaires, mais de bénéfices par mois, et que le groupe Eiffage, en 7 ans, s'est arrangé pour payer 7 000 francs à l'État du Sénégal en termes d'OVP. Ça veut dire tout. Quand l'ancien ministre de tutelle a dénoncé le contrat de Total, ça veut tout dire. Et je peux continuer à en parler. Vous n'avez même pas de banque dans votre pays. Tout le système bancaire est malheureusement aujourd'hui sous tutelle. C'est quoi la B6? Une filiale de la BNP. C'est quoi la Société Générale? Une filiale de la Société Générale. Et je peux continuer à en parler. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous devons régler d'abord notre problème ici, à l'interne. Nous devons avoir une démocratie. Quiconque arrive au pouvoir doit comprendre qu'il n'est pas là pour servir la France, il est là pour servir les Sénégalais et non se servir des Sénégalais. Et ça, on ne pourra l'obtenir qu'à travers une citoyenneté, un patriotisme, une mobilisation de toutes nos forces, particulièrement de cette jeunesse. On ne peut pas aujourd'hui comprendre que dans un pays qui va aussi mal que le Sénégal, des manifestations organisées par des organisations non partisanes, non claniques, que je sache, le FRAPP n'est pas un parti politique. Nyo Lanka Nyo Bagne, ce n'est pas un parti politique. Le mouvement Y en a marre, ce n'est pas un parti politique. Koulim Dioum, mais quand ces gens vous invitent et que ces manifestations sont autorisées, mais franchement, qu'est-ce que ça vous coûte, vous, vous, étudiants, de vous mobiliser et de venir répondre présent à l'appel du devoir? C'est de ça qu'il s'agit. Parce que nous, tout ce qu'on peut faire, c'est parler au nom du peuple. Être la voix des sans-voix et au besoin, bien sûr, aller se coucher en prison, parce que c'est la mode dans nos pays, pour que la démocratie puisse triompher. Mais derrière, il faut qu'il y ait des gens pour porter ce combat. Parce que c'est simple de dire, pour le président Macky Sall, je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression. Mais j'aimerais bien savoir si le président Macky Sall ose dire que je vais réduire l'université Cheikh Anta Diop à sa plus simple expression. Il n'osera pas. Il n'osera pas. Parce que là-bas, il sait qu'il y a un rapport de force qui lui sera défavorable. À défaut d'accepter les règles du jeu démocratique, il faut qu'on puisse lui imposer un rapport de force pour qu'il comprenne qu'il s'agit d'abord de notre avenir. Il n'a pas le droit aujourd'hui de prendre l'espoir qu'on a porté entre ses mains, de le transformer en désillusion. En quoi faisant? Vous pensez que c'est en dealant avec de vulgaires dealers, vous allez trouver des compromis doux, que vous allez régler le problème. Le problème n'est pas réglé. Ce n'est pas parce que vous avez donné à quelqu'un des fonds politiques, lui donner quelques motards et quelques gendarmes parce que malheureusement, il a besoin de voir tout ça pour être heureux dans son esprit, que vous pensez que le Sénégal va se porter un peu mieux. Le Sénégal ne se porte pas mieux. Il va de mal en pis. Et eux qui sont là aujourd'hui à la tête de ce pays, parmi eux, personne n'a un enfant qui songe même à affronter l'immigration clandestine. Qui songe même. Personne parmi eux n'a un enfant qui se lève le matin en se demandant si je vais à l'école et que je termine mon cycle universitaire, est-ce que j'aurai un travail? Parce que je ne suis pas le fils d'eux ou bien le neveu d'eux. Ça doit arrêter. Et vous savez pourquoi je vous dis que ça doit arrêter? Parce que de par ce que nous sommes en train de nous dire ici, nous allons trouver les voies et moyens de pouvoir développer notre pays. Je vous donne un simple exemple. Tout à l'heure, notre conférencier a eu à dire qu'il parlait de la verte Casamance. Cette Casamance où chaque année, des
des dizaines, voire des centaines de tonnes de mangue pourrissent en Casamance. Parce qu'on est dans un pays où il n'y a même pas une unité de transformation de la mangue. Vous imaginez? J'ai un ami qui me dit qu'il est parti en Chine pour commander un conteneur. Il arrive en Chine, son fournisseur a refusé de lui donner le conteneur. Vous savez, c'était un conteneur de quoi? De cure-dents. De cure-dents. Le Chinois lui a demandé, est-ce que dans son pays, franchement, il n'y a pas une usine qui peut fabriquer des cure-dents? Ce n'est que du bois qu'on taille. Pourquoi il doit prendre un avion et faire presque 18 heures de vol pour arriver en Chine pour commander des cure-dents? C'est pour vous dire qu'il n'y a rien d'extraordinaire. On a envie de développer nos États, nos économies, nous en avons les moyens parce que les compétences sont ici. Il suffit d'avoir la volonté politique de le faire. Tout est politique parce que tout commence avec la politique, tout se termine à la politique. Mais il est temps aujourd'hui que le rapport de force soit imposé aux politiques, toute appartenance politique confondue, pour que vous puissiez faire comprendre aux politiques, ceux qui sont au pouvoir ou ceux qui aspirent à venir au pouvoir, qu'ils doivent comprendre qu'ils ne sont pas là pour faire du mannequinat, parce qu'ils ne sont pas sur une piste de mannequinat, ils sont là pour servir le pays. D'accord? Donc, je vous invite, s'il vous plaît, parlez à vos collègues étudiants, parlez à vos amis, parlez à vos voisins. Mobilisez-vous pour que le Sénégal puisse être une démocratie, parce qu'elle ne l'est pas, elle ne l'est que de nom. Le jour où le Sénégal sera une démocratie, ce jour-là, nous pourrons éventuellement prétendre à un développement durable, viable, fiable et surtout rentable pour toute génération confondue. Parce qu'aujourd'hui, si nous continuons à nous comporter comme des spectateurs, si nous considérons que le mal de ce pays ne nous concerne pas, c'est à d'autres de venir régler ce problème, je vous dis, demain, regardez vos enfants droit dans les yeux et ayez le courage de leur dire que vous avez fui vos responsabilités. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que vous avez les moyens. Vous avez plus que les moyens de changer ce pays. Parce qu'aujourd'hui, un pays qui a plus de 4500 milliards de budget et qui refuse d'avoir une politique d'éducation digne de ce nom, une politique sanitaire digne de ce nom, une politique d'emploi digne de ce nom, vous m'excuserez, il ne faudra s'en prendre à personne qu'à vous-même. Parce qu'il suffit aujourd'hui qu'on mette ce régime devant ses responsabilités, qu'on mette toute la classe politique et dirigeante de ce pays devant ses responsabilités. Ils sauront exactement quoi faire. Moi, en tant que député à l'Assemblée nationale, membre de la mouvance présidentielle à l'époque, Benno Bokk Yakaar, j'ai refusé, en tant que membre du bureau de l'Assemblée nationale, j'ai refusé de voter le budget du ministère de la Santé. Parce que je considérais que ce budget était un budget de fonctionnement. C'était au sortir d'une loi des finances rectificatives. Il y avait quelques centaines de milliards qu'on devait redispatcher dans le budget. Ben, on s'est arrangé pour gonfler les fonds politiques de la présidence. On s'est arrangé pour gonfler les fonds politiques de la primature. On s'est arrangé pour gonfler les fonds politiques de certaines institutions. Et après, on s'est retourné pour jeter quelques miettes au ministère de la Santé. J'ai dit ça, je refuse de le voter. Et la preuve, quand ils sont malades, eux tous, autant qu'ils sont, avec leur famille, ben, ils se soignent à l'extérieur. Donc c'est à nous de comprendre que les choses doivent changer. En quoi faisant? Ça veut dire qu'en acceptant aujourd'hui que la démocratie respire, que le jeu démocratique respire, parce que nul n'a le droit de changer les choses par une autre voie que la voie électorale. Et cette voie électorale aujourd'hui, on refuse que vous puissiez l'exploiter. Et c'est la raison pour laquelle vous devez vous mobiliser. Personne n'appelle à l'insurrection. Personne n'appelle à la révolution. On appelle à la citoyenneté participative et inclusive. Je ne souhaiterais pas être trop long. Je disais tantôt que j'ai des engagements à la mairie vers 19 h. Je vous remercie tout de même de votre aimable attention. Je vous remercie de votre invitation. Je vous souhaite bon vent en espérant que nos chemins se croiseront encore.